L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à la protection sociale globale présentée par Monsieur Rachid Temal et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. Dans la discussion générale, la parole est à présent à Monsieur Rachid Temal, auteur de la proposition de loi. Ouais. Madame la présidente, madame la ministre Yves Alloisienne, mes chers collègues, la proposition de loi dite protection sociale globale que je viens de vous présenter a un objectif, celui de combattre la pauvreté, a une ambition, celle de mettre fin à une hypocrisie française. J'ai bien dit une hypocrisie française. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous rappeler l'esprit sur lequel se fonde cette proposition de loi. D'abord, notre loi fondamentale, la Constitution, qui dit dans son préambule que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Ensuite, je vais aborder une histoire collective, je crois, que nous partageons au travers de ces bancs, à savoir le programme du Conseil national de la Résistance, qui indiquait un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se procurer par le travail. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité dans notre pays ? Notre système de protection sociale s'est construit progressivement depuis 1945, patiemment, avec l'avènement de la sécurité sociale. Depuis, il s'est étoffé et a intégré de nombreux dispositifs, prestations, comme les aides au logement, l'allocation adulte handicapé ou le REMI puis le RSA. Pourtant, malgré tout cela, j'ai envie de dire, la pauvreté s'est installée massivement dans notre pays, au point d'avoir 9,3 millions de nos concitoyens qui sont aujourd'hui considérés comme pauvres selon l'INSEE. Près d'un tiers sont des enfants et des adolescents, plus de la moitié à moins de 30 ans. Ces 15 dernières années, le taux de pauvreté des jeunes de 18 à 29 ans a augmenté de près de 50%. Plus frappant encore, si on suit l'enquête du Secours populaire, qui souligne qu'un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté et ne mange pas tous les jours à sa faim. C'est aussi le cas sur les personnes handicapées. 800 000 d'entre elles, soit 12% de l'ensemble des adultes en situation de pauvreté. Je peux aussi aborder la question du logement, avec l'étude de la Fondation l'Abbé Pierre qui estime à près de 300 000 Français sans domicile, sans oublier les mal logés, et chacun, je crois, peut le mesurer dans les demandes de logement dans les mairies que nous connaissons bien. Et n'oublions pas que depuis le début de la crise, c'est, d'après les associations, près d'1 million de femmes et d'enfants et d'hommes qui rejoignent également cette cohorte-là. Nous avons près de 11 millions de pauvres en France au moment où nous parlons, soit 17% de la population dans la 6e puissance économique mondiale. Face à cette situation, et je sais que chacun ne peut que déplorer, chacun souhaite combattre la pauvreté, il y a un phénomène qui participe de l'enfermement dans cette précarité et dans la pauvreté. C'est la question du non-recours. En effet, en 2018, l'adresse mettait par exemple en avant le fait que le non-recours s'établissait entre 53% et 67% pour l'aide au paiement de la complémentaire santé. Dans son dernier rapport, le Secours catholique estimait, lui, qu'un tiers des allocataires potentiels du RSA n'en bénéficiaient pas. Si les raisons sont multiples, on peut voir qu'il y a une raison principale. C'est la méconnaissance du public sur les dispositifs existants et la complexité d'accès à ces mêmes dispositifs. C'est 70% des raisons du non-recours. Il s'agit d'un véritable fléau. Permettez-moi maintenant d'évoquer ce que j'ai nommé l'hypocrisie française face à la pauvreté. Elle s'appuie sur 3 éléments. D'abord, nous créons des droits théoriques sans nous assurer qu'ils soient réellement effectifs. Ensuite, nous assistons parfois à des logiques d'économie sur les plus précaires. On sait bien que le non-recours, c'est aussi des questions budgétaires, et je crois que cela paraît un peu complexe. Enfin, je dirais que nous n'avons pas tout essayé dans la lutte contre la pauvreté, pour reprendre une citation célèbre. Cette proposition de loi vise donc à passer d'un droit reconnu, mais théorique, à un droit réel. C'est fidèle à ces principes, la Constitution, le Conseil national de la Résistance, connaissant la réalité de la pauvreté qui brise des vies, parfois dès la naissance, que je me trouve aujourd'hui devant vous. La proposition de loi protection sociale globale vise à compléter les dispositifs existants, à être efficace plus rapidement et à soutenir les Français
qui ont le droit à des prestations sociales. Bien entendu, cet enjeu fait aujourd'hui partie des missions parfois obligatoires des caisses de sécurité sociale ou de CAF, notamment au travers de l'action dite des rendez-vous des droits. Je salue cet engagement, ce travail, je m'en félicite. Le dispositif que je vous propose aujourd'hui n'entend bien évidemment pas les remplacer, ni constituer une défiance à leur égard, mais il s'agit de les compléter. Car chacun le sait, associations, administrations, chacun reconnaît que beaucoup reste à faire sur la question du non-recours. Comme le souligne d'ailleurs le rapport de la Commission des affaires sociales, qui dit « Aussi intéressantes qu'elles soient, ces démarches se heurtent soit à la complexité de réformer un paysage d'aide sociale sédimenté, ou au temps nécessaire à leur mise en œuvre, soit au fait qu'elles n'atteignent pas les publics les plus éloignés des dispositifs sociaux, affectés par la fracture numérique ou l'exclusion sociale. » Il souligne également, ce rapport, que la PPL que je propose, le dispositif proposé par la PPL, à périmètre constant des droits et des prestations sociales, a le mérite d'offrir un mécanisme applicable dans un délai raisonnable, alors que les travaux engagés par le Gouvernement pour mettre en place un revenu universel d'activité ne trouveront pas de traduction concrète avant la fin du quinquennat. C'est maintenant qu'il nous faut agir, d'où l'objet de cette proposition de loi. En réalité, mes chers collègues, n'étant pas membre de la commission des affaires sociales, mais en ayant lu le rapport, j'ai envie de dire qu'il s'agit quelque part, ce texte-là met en lumière deux réalités, deux visions de la société. Il y a ceux, et ça existe, et ce n'est pas une condamnation dans ma bouche, qui considèrent que les bénéficiaires des prestations sociales sont à surveiller, sont à responsabiliser, parfois même avec des conditions. Et puis il y en a d'autres, comme moi, qui considèrent que la lutte contre la pauvreté doit être une priorité et qui veulent mettre fin à cette hypocrisie française que j'évoquais au début de mon intervention. Les débats en commission, d'ailleurs, furent particulièrement fructueux. Pour les uns, il faudrait, pour bénéficier du RSA par exemple, fournir un effort supplémentaire d'insertion. Pour ma part, je ne savais pas que les dispositifs et droits garantis par la loi étaient soumis aux efforts, entre guillemets, efforts de nos concitoyens. La question, est-ce que cette logique s'applique à tous les droits et toutes les décisions? Quand l'ISF a été supprimé, a-t-on demandé à celles et ceux qui en bénéficiaient d'engagement, de responsabilité ou de démarche? C'est le principe de l'universalité des décisions et des lois que nous prenons. Pour d'autres encore, ils veulent confondre un versement automatique et le contenu de ces PPL. Je le dis, qu'ils en soient rassurés s'ils écoutent. Le mécanisme que je propose n'enlève rien, puisqu'il y a bien toujours une demande initiale de l'ayant droit. Il y a toujours une demande initiale de l'ayant droit. Pour d'autres, enfin, la réduction du non-recours aurait des impacts financiers. Il coûterait cher, disent certains. Comme je dis, il s'agit d'appliquer le droit. Et j'aurais du mal à comprendre que, dans le même temps, nous voterions des droits et l'idée soit de faire des économies sur les personnes en situation de précarité. Quel modèle de société? Personne ne peut l'entendre. Si un droit existe, il doit être appliqué. D'ailleurs, je vais reprendre ici les mots du vice-président de la commission des affaires sociales, à l'occasion du PLFSS, où l'amendement, qui est aujourd'hui devenu PPL, a été adopté. Il disait « quoi qu'il en coûte », en répondant ainsi au gouvernement, en indiquant qu'à partir de mon vote, il y avait nécessité de financer tout cela. Le gouvernement, à l'époque, Madame la ministre, pas ici, mais à l'Assemblée, avait évoqué le risque que cette loi allait allonger les délais et donc pénaliser les ayants droit. Ce n'était pas le cas dans la première version, je vous rassure, ce l'est encore moins dans cette version-là, puisque nous avons bien précisé les choses. Donc il n'y a pas de retard et de danger pour les bénéficiaires des prestations ou des aides sociales. Alors, une fois que nous avons mis de côté, mes chers collègues, ces arguments de circonstance, pour certains idéologiques, j'en parlais avec un de mes collègues, je rappelle que la PPL est issu d'un amendement que nous, ici, dans cette Assemblée, nous avons adopté. Nous l'avons adopté. Et donc, je crois qu'il serait bon, c'était le 12 novembre dernier, que nous puissions réaffirmer aujourd'hui que ce qui était bon le 12 novembre à l'occasion du débat sur le PLFSS soit également bon aujourd'hui à l'occasion de cette proposition de loi. Pour ma part, et celle de mon groupe, quel que soit le résultat du vote de ce soir, mais si j'ai pu lire les conclusions de la commission des affaires sociales, je crois qu'il y a moins de suspense, nous continuerons à porter ce combat, parce qu'il est juste et essentiel, ce combat contre le non-recours. Nous continuerons à le porter, ce combat, parce qu'il n'est plus acceptable que certains droits soient totalement théoriques et non réels. Nous continuerons à le porter parce que nous devons mettre fin à cette idée trop largement répandue
qu'il veut que seuls les précaires aient à justifier de leurs efforts pour faire appliquer leurs droits. Nous continuerons à porter ce combat parce qu'il s'agit tout simplement de la vie et de l'avenir de millions de Français, femmes, enfants et hommes. C'est pour ça que nous continuerons ce combat, quelle que soit la discussion que nous aurons et le vote d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Madame Annie Le Houerou, rapporteure de la Commission des Affaires sociales. Vous avez 10 minutes, chers collègues. Bonsoir. C'est bon. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, une part significative des personnes éligibles aux droits et prestations sociales n'en bénéficient pas. C'est ce que nous appelons le non-recours. Et les sociologues lui ont consacré un premier article en 1976. C'était il y a quasiment un demi-siècle. Depuis, les livres se comptent par dizaines sur cette question, qui mobilise des laboratoires de recherche entiers. Et pour cause, le non-recours est devenu un phénomène massif avec la multiplication des dispositifs. Le Secours catholique estime désormais qu'un tiers des allocataires potentiels du RSA et un quart des personnes éligibles aux allocations familiales ne les perçoivent pas. Que révèlent ces chiffres de la pertinence des choix collectifs ? Que disent-ils de ce qu'éprouvent les plus fragiles ? Que renvoient-ils de l'état de notre pacte social ? Voilà qui mérite assurément d'occuper les chercheurs, mais je crois tout autant, voire davantage, qui mérite notre réflexion de parlementaires inquiets de cette réalité qui ne s'estompe pas. L'explication classique du non-recours insiste sur les parcours des individus et tente de cerner leur rationalité dans l'accès aux droits. Si les personnes éligibles au RSA ne le perçoivent pas, c'est d'abord par ignorance de son existence ou méconnaissance de ses conditions d'accès. Le non-recours peut aussi être volontaire, motivé par le refus de stigmatisation ou la conviction qu'il y a toujours plus malheureux que soi. Mais la principale cause réside dans la complexité des démarches qui découragent les demandeurs, voire les effraient. Pour y remédier, les organismes gestionnaires ont été responsabilisés. La lutte contre le non-recours fait désormais partie des missions légales des caisses de sécurité sociale. Les caisses d'allocation familiale obtiennent quelques résultats grâce à leur rendez-vous des droits. Les modalités de repérage des personnes les plus en difficulté sont de plus en plus sophistiquées, notamment par les techniques de data mining. C'était l'objet de l'article 82 de la dernière loi de financement de sécurité sociale. Des efforts importants sont aussi déployés pour mieux informer les administrés et fluidifier les échanges entre administrations. Outre les simulateurs en ligne proposés par les différents organismes, le portail numérique des droits sociaux, mesdroitssociaux.gouv.fr, permet aux assurés de visualiser leurs droits, les simuler et réaliser leurs démarches en ligne en matière de retraite, d'emploi, de santé, de logement, mais aussi de prestations de solidarité, d'allocations familiales ou encore d'aide extra-légale de certaines collectivités territoriales. Le portail Mon Parcours Handicap aura pour sa part vocation à servir de guichet unique numérique afin de simplifier les démarches des usagers tout au long de leur parcours de vie. Ces initiatives sont intéressantes, mais l'accent mis sur la numérisation des démarches fait fi de la fracture numérique et de l'électronisme. Et oui, les difficultés d'accès au numérique touchent plus fréquemment ceux qui ont vocation à se servir de ces outils. Le Secours catholique indique que près de 55% des personnes interrogées dans une récente enquête disent rencontrer des difficultés avec les démarches en ligne. Parmi ceux que l'association prend en charge, un tiers a un accès nul ou limité aux outils informatiques. Les analyses plus récentes du non-recours considèrent le problème en partant des dispositifs eux-mêmes. Elles estiment que si beaucoup de personnes éligibles aux politiques sociales n'en bénéficient pas, c'est sans doute aussi parce qu'elles sont mal conçues. Lutter contre le non-recours ne devrait pas seulement passer par l'accompagnement des personnes, mais aussi par la refonte des dispositifs qui leur sont destinés et des procédures à suivre. Idéalement, pour plus de lisibilité, le nombre de prestations devrait être réduit au minimum et leur voie d'accès simplifiée au maximum. Une promesse de cet ordre a été faite en juin 2018.
avec le projet de revenu universel d'activité, vaisseau amiral de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, bâti pour garantir un meilleur pilotage. 3 ans plus tard, il s'est ensablé. Dans ce contexte, la proposition de loi de M. Temal est astucieuse et originale. Astucieuse car elle ne touche pas au paysage des aides et prestations, ni à leurs conditions d'accès. D'aucuns y verront peut-être une faiblesse, mais plutôt que de concurrencer le chantier du REA, qui aboutira peut-être un jour, mieux vaut proposer un mécanisme plus directement opérationnel. C'est ce mécanisme qui rend cette proposition de loi originale et qui laisse à penser qu'au moins en matière de lutte contre le non-recours, on n'a pas encore tout essayé. Pour le décrire d'un mot, il systématise l'examen de l'éligibilité d'un demandeur de prestations à une liste d'autres droits et prestations connexes. Ce faisant, il fait peser sur l'administration, et non plus sur les usagers, le fait de taper à la bonne porte, et ce, de manière organisée pour plus d'efficacité. Voici comment. Il identifie d'abord 2 grandes catégories de prestations. La première est relative aux prestations relevant du soutien à l'autonomie. L'admission au bénéfice de l'AAH, de la PCH, de l'APA ou de la carte mobilité inclusion entraînerait automatiquement l'examen de l'éligibilité aux autres de ces droits et prestations qui ne lui sont pas incompatibles. Le même mécanisme est prévu pour les prestations destinées aux personnes à faibles ressources, la prime d'activité et les 3 aides au logement. Ces 2 groupes de prestations sont en outre reliés entre eux. L'autorité qui prononcerait l'admission au bénéfice d'un droit ou d'une prestation de premier ensemble saisirait sans délai les organismes compétents pour l'examen de l'éligibilité aux prestations du second ensemble. Les 2 ensembles sont pareillement reliés au RSA ainsi qu'à la complémentaire santé solidaire. Lorsque l'autorité saisie en application d'un tel mécanisme en a la compétence et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se prononcerait simultanément sur l'admission de l'intéressé au bénéfice d'un ou plusieurs autres droits ou prestations, ainsi qu'au bénéfice du RSA. À défaut, elle informerait le bénéficiaire qu'il serait procédé sans délai à l'examen de son dossier par l'organisme compétent qui lui sera indiqué. Un tel mécanisme épouse l'évolution de notre système social sans remettre en cause son fonctionnement. Le principe de quérabilité des aides est ici respecté, puisqu'il faut faire une demande originelle pour déclencher l'examen de l'éligibilité à d'autres prestations. Cette automaticité ne serait pas nouvelle d'ailleurs. Elle a déjà gagné un peu de terrain. En effet, toute demande de RSA vaut demande de prime d'activité. Tout bénéficiaire du RSA a automatiquement accès à la complémentaire santé solidaire en cochant une simple case. Et toute demande de prestation faite à une MDPH sur le formulaire unique en circulation depuis 2019 vaut demande de toutes celles qu'elle peut distribuer. D'aucuns feront sans doute valoir que de telles obligations d'instruction de nouveaux dossiers alourdiraient les charges de gestion des organismes délivrant les prestations. Cela se discute. D'abord, certaines dispositions du texte prévoient les souplesses nécessaires, en prévenant les requêtes sans objet, en permettant à la suite d'un premier refus l'examen de l'éligibilité du demandeur à d'autres droits ou prestations, ou bien la saisine à cette fin de l'autorité compétente. Il prévoit même que le demandeur puisse renoncer à tout moment au bénéfice d'une prestation. Ensuite, la simplification globale des démarches pourrait, en prévenant les ruptures de droit en cascade, faire des économies globales au système social, car les besoins des personnes seraient appréhendés avant que leur situation ne devienne trop dégradée. Ce texte apparaît en réalité complémentaire des chantiers en cours. S'il exige peut-être des efforts de formation des agents aux prestations qui ne servent pas directement, il n'exige guère d'autres efforts de gestion que ceux qui sont déjà déployés. Le rapprochement des données fiscales et sociales, la simplification numérique et la lutte contre l'illectronisme. Quand bien même il serait démontré que tout cela alourdirait la gestion des prestations ou exigerait des autorisations d'échange de données supplémentaires, on ne saurait sérieusement invoquer de tels arguments pratiques et techniques pour faire obstacle au respect d'un principe aussi élémentaire que celui d'accorder à chacun ce qui lui revient de droit. Certains de nos collègues ont enfin regretté en commission que ne soient pas chiffrées les dépenses qu'entraînerait un tel mécanisme, et c'est une inquiétude apparemment légitime. Cette inquiétude avancée par certains collègues, plutôt sur ma droite,
révèle toutefois une curieuse perspective. Car enfin, mes chers collègues, ce n'est pas ce texte qui manque d'études d'impact financières, ce sont nos budgets annuels qui manquent d'évaluer les économies que nous procure le découragement des plus fragiles. Le Secours catholique appelle cela des économies honteuses. L'auteur de cette loi, Rachid Temal, a cité une hypocrisie française. Que fait le législateur qui redessine les aides au logement ou élargit le bénéfice de l'AAH sans en même temps s'assurer que ses destinataires pourront en profiter, sinon se payer de mots ? Il faut craindre qu'à terme, ce soit cette dépense-là qui nous coûte le plus cher. On ne s'étonnera donc pas, mes chers collègues, que dans sa sagesse, le Sénat ait déjà voté un tel mécanisme, présenté sous forme d'amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2021, après avis de sagesse du rapporteur général, et sous une forme bien moins aboutie que celle prévue par cette proposition de loi. Qu'il ait ensuite été retiré de la version définitive du texte ne nous interdit pas de l'adopter à nouveau, bien au contraire. Néanmoins, la commission des affaires sociales n'a pas adopté cette proposition de loi qui, vous l'avez bien compris, recueille mon soutien à titre personnel. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la rapporteure. J'invite maintenant Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l'éducation prioritaire, à intervenir. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vous prie tout d'abord d'excuser ma collègue Brigitte Bourguignon qui est actuellement en déplacement au Danemark où elle rencontre demain matin tôt son homologue. Elle ne peut donc pas être présente aujourd'hui et je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer en son nom sur un sujet que je connais assez bien. J'admets que le lien entre l'éducation prioritaire et le texte ne soit pas de suite évident, mais si on regarde de près, eh bien, on y voit des ponts. Vous avez parlé, monsieur le sénateur, par exemple, de précarité alimentaire. Eh bien, dans mon champ ministériel, je m'emploie à développer une politique sociale volontariste, à redéployer, par exemple, les petits déjeuners gratuits. Je lutte également contre le non-recours aux bourses, en mettant en place un certain nombre de dispositions à partir de l'année prochaine. Donc voilà, je répète, je suis encore une fois très heureuse de pouvoir vous répondre aujourd'hui sur un sujet auquel je suis particulièrement sensible et attachée. Cette proposition de loi donc, dont nous allons débattre vise à lutter contre le non-recours aux droits sociaux en instaurant une instruction automatique de l'éligibilité à des prestations autres que celles pour laquelle une demande a été initialement déposée. Je souhaite avant toute chose vous remercier de vous emparer de ce sujet, de la lutte contre le non-recours aux droits, je le disais, qui revêt un enjeu majeur et elle est au cœur de notre pacte social. Monsieur le sénateur, nous partageons pleinement votre volonté de lutter efficacement contre ces situations de non-recours qui précarisent des publics qui sont déjà souvent fragilisés. La question du non-recours aux droits, vous le savez, est un sujet complexe aux origines plurielles. Trop souvent encore, il est lié au manque d'informations. Les personnes n'ont pas connaissance de l'existence de ces prestations ou ne savent pas qu'elles sont éligibles. Pour d'autres, le non-recours est lié à la complexité des démarches administratives, dont on sait qu'elles découragent certains. Pour d'autres, enfin, c'est un choix délibéré qui peut traduire une certaine conception de ce que devrait être l'action sociale de l'État. La problématique du non-recours, vous le comprenez, est éminemment complexe et les réponses à apporter varient selon les spécificités de ces situations. Pour autant, cette proposition de loi ne semble pas être une réponse adaptée. S'il poursuit un objectif louable, le dispositif que vous proposez présente aussi des faiblesses techniques et opérationnelles. Tout d'abord, le choix des prestations que vous avez ciblées interroge. Il ignore notamment le fait qu'il existe déjà un dossier unique pour les prestations liées au handicap, AAH, PCH, CMI, instruites par les MDPH. Par ailleurs, le dispositif que vous proposez
méconnaît la complexité de notre filet de protection sociale, notamment au regard des liens et incompatibilités qui existent entre certaines prestations sociales. Je pense notamment à l'allocation adulte handicapé, qui ne peut que dans de rares cas être cumulée avec la prime d'activité. Ou encore au droit au RSA, dont l'instruction nécessite d'apprécier des ressources beaucoup plus larges que pour l'examen d'une demande d'aide au logement. La diversité des conditions d'éligibilité qui existent entre les prestations, vous le comprenez, ne permettra pas aux organismes d'examiner le droit à une prestation sur la seule base des informations recueillies à l'occasion de l'instruction d'une autre prestation. Il faudrait alors revenir vers les intéressés au risque d'allonger les délais de traitement et sans valeur ajoutée. À ce sujet, l'harmonisation des bases ressources et de ces prestations indispensables pour que les bénéficiaires n'aient pas à renseigner de nouvelles informations requerrait des autorisations de la CNIL, alors même que cette dernière refuse qu'une même base de données soit utilisée pour plusieurs prestations, y compris au sein d'un même organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, le dispositif que vous proposez ne prévoit pas de mécanisme de vérification des dossiers déjà déposés et renforce en pratique le risque qu'une demande soit instruite plusieurs fois. Enfin, et cela ne doit être négligé, un tel dispositif mobiliserait des moyens supplémentaires considérables, monsieur le sénateur, tant au niveau informatique pour favoriser le partage d'informations entre les systèmes d'information qu'au niveau des ressources humaines, pour permettre aux organismes concernés déjà surchargés d'absorber de telles charges administratives. Mesdames et messieurs les sénateurs, cette proposition de loi, même si elle poursuit un objectif bien légitime, souffre d'insuffisance. Pour autant, laissez-moi vous dire que le gouvernement n'est pas resté passif face à ces situations de non-recours. Depuis le début du quinquennat, nous œuvrons pour honorer notre pacte social et permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier des aides et prestations auxquelles ils peuvent légitimement prétendre. Depuis 2018, les caisses de sécurité sociale organisent, nous le disions, des campagnes de data mining. Les résultats sont d'ailleurs encourageants, puisque en 2019, cette campagne a permis de cibler dans 26% des dossiers des personnes qui pouvaient prétendre au RSA et aux allocations logement. En 2020, 7 705 allocataires ont ainsi ouvert un nouveau droit à la prime d'activité suite à un repérage via cette campagne. Des actions structurantes ont également été entreprises pour favoriser le déploiement du dispositif d'aller vers. À ce sujet, les rendez-vous des droits des CAF et des MSA sont des leviers efficaces de lutte contre le non-recours. Concrètement, les allocataires les plus vulnérables se voient proposer un entretien personnalisé afin de faire le point sur l'ensemble des aides auxquelles ils peuvent prétendre. En 2017, 50% des bénéficiaires des rendez-vous de la CAF déclaraient avoir reçu des droits nouveaux avec une ouverture en moyenne de 1,4 prestations. C'est considérable. Par ailleurs, à l'été 2020, une expérimentation a permis le déploiement de 107 équipes mobiles des CPAM et des CAF dans les structures d'hébergement temporaire. Cette expérimentation a rencontré un vif succès puisqu'elle a permis d'engager 4 871 actions d'ouverture de droits. Nous avons parallèlement entrepris un vaste plan de simplification des démarches administratives qui permet de réduire les formulaires à renseigner, de favoriser la dématérialisation des démarches ou encore de diminuer le nombre de pièces justificatives requises. Pour y parvenir, nous travaillons à renforcer le partage des données entre les administrations. À terme, ces efforts permettront de pré-remplir automatiquement les données relatives aux ressources des allocataires. Tel sera le cas, par exemple, pour le téléservice de la complémentaire santé solidaire d'ici la fin de l'année 2021. Enfin, des simulateurs ont été mis à la disposition des citoyens afin qu'ils puissent vérifier les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Je pense notamment au portail numérique des droits sociaux, aux simulateurs déployés par la CAF ou encore au simulateur La Boussole, mis en ligne en avril dernier et qui rassemble toutes les aides auxquelles les jeunes peuvent prétendre. Je vous invite d'ailleurs à les consulter puisque ce sont des outils précieux. Et comme nous n'ignorons pas que notre système de soutien monétaire aux plus précaires
souffre de certains défauts. Nous avons initié des travaux ambitieux sur la création d'un revenu universel d'activité, le RUA, conformément à l'engagement du Président de la République. Ces travaux, qui ont été suspendus du fait de la crise sanitaire, seront finalisés avec la remise d'un rapport public d'ici à la fin de l'année. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en débattre. Vous l'aurez compris, le Gouvernement s'est engagé pour lutter activement contre ces situations de non-recours et permettre à tous ceux qui le souhaitent d'avoir accès aux droits qui leur sont ouverts s'ils en font la demande. Le défi est grand, mais nous sommes prêts à le relever. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à présent à Monsieur Martin Lévrier du groupe RDPI pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues, le taux de non-recours aux aides sociales reste important dans notre pays. En effet, selon l'adresse, il varie entre 32 et 44% pour la CMU-C et peut s'élever jusqu'à 67% pour l'aide au paiement de la complémentaire santé. Par ailleurs, on estime qu'entre 7,5 et 8,2% des allocataires ne recourent pas à leurs droits pour les aides à la famille. Complexité des démarches qui découragent le demandeur, ignorance ou méconnaissance des dispositifs existants, ou encore non-recours volontaire et motivé par le refus de la stigmatisation ou la conviction qu'il y a toujours plus malheureux que soi, les raisons sont multiples. C'est pour pallier ce phénomène complexe que mon collègue, le sénateur Rachid Temal, a déposé une proposition de loi visant à lutter contre le non-recours aux prestations sociales dans les secteurs du handicap, de la protection complémentaire santé ou encore du RSA. Pour ce faire, il propose dans un article unique la mise en place d'un système par îlot. Le premier serait dédié aux prestations liées à un handicap et le second engloberait celles liées à de faibles ressources hors RSA. L'examen automatique aurait lieu au sein de ces îlots. Le manquement aux obligations ainsi créées serait considéré comme constitutif d'une faute de nature à engager, en cas de préjudice, la responsabilité de l'administration. Ne risquons-nous pas d'aller ainsi vers la déresponsabilisation de l'allocataire ? En outre, la PPL prévoit la possibilité pour les organismes en charge de l'examen de l'éligibilité aux prestations de saisir à cette fin l'autorité compétente s'ils se trouvent dans l'incapacité de mener à bien l'opération. Si l'intention de mon collègue est louable, le dispositif proposé se heurte à un certain nombre d'impossibilités matérielles. Lors de notre premier PLFSS, ce sujet avait été abordé. Il était clairement apparu que le montant de certaines allocations était conditionné soit aux ressources, soit à la situation familiale ou encore à la gravité du handicap. Il leur faudrait systématiquement demander ces données à l'allocataire, parfois inutilement et souvent de façon redondante. Ainsi, ces démarches supplémentaires risquent de ralentir l'ouverture des droits demandés. C'est aller à rebours de l'objectif que cette PPL vise et que nous partageons tous. Par ailleurs, plusieurs dispositifs existent d'ores et déjà pour pallier le non-recours. Je pense tout d'abord à 2 dispositifs de l'assurance maladie. Le plan local d'accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures. Et la plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la santé. Mais je pense aussi aux plateformes numériques qui permettent aux Français de s'informer sur les prestations. Rappelons l'existence des simulateurs de droits sur mesdroitssociaux.gouv.fr par exemple. Aussi aux maisons France Service, qui permettent de simplifier la relation des usagers au service public. Je rappelle que l'État a mis un engagement financier global de 200 millions d'euros d'ici à 2022 pour assurer leur déploiement et leur fonctionnement. Et n'oublions pas les rendez-vous des droits des CAF, ces entretiens personnalisés qui permettent d'étudier l'éligibilité des allocataires aux différentes prestations gérées ou non par les CAF, ou encore les technologies de la CNAF qui, depuis 2017, facilite un repérage du non-recours au sein de ces allocataires afin de cibler au mieux les démarches proactives vis-à-vis de ceux-ci. Mes chers collègues, comme je vous l'ai expliqué précédemment, le dispositif proposé se heurte à un certain nombre d'impossibilités matérielles. En outre, je l'ai dit, cette PPL peut conduire à une forme de déresponsabilisation et enfin, ne tient pas tout à fait compte des dispositifs mis en place par le gouvernement depuis 2018. Et c'est pour ces raisons que notre groupe votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie.
Merci, chers collègues. J'appelle à présent le président Jean-Claude Requier du groupe RDSE pour 4 minutes, président. Bonsoir, président. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues. Lors de la présentation de la stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté en septembre 2018, le président de la République a déclaré « On n'a jamais réglé le problème de la pauvreté en s'assurant que des gens n'avaient pas recours à un revenu ». Aujourd'hui encore, un nombre important de personnes éligibles à des aides sociales n'en bénéficient pas. Si l'un des freins est parfois la peur d'être stigmatisé, les principales raisons sont la méconnaissance des dispositifs existants et surtout la complexité d'accès aux aides. Depuis 1945, pour mieux prendre en compte la diversité des risques sociaux et des situations individuelles, de nouvelles prestations ont été créées. Certaines ont été remplacées ou supprimées, d'autres ont fusionné, ce qui rend leur accès encore plus difficile, notamment pour les plus précaires. Les réponses actuelles, je pense notamment au rendez-vous des droits organisé par la CAF, ont montré une réelle efficacité, mais sont encore insuffisantes. Selon le dernier rapport annuel des Secours catholiques et de l'Odenor, l'Observatoire des non-recours aux droits et services, environ un tiers des personnes accueillies et éligibles au RSA ne le touchent pas, et plus d'un quart de personnes éligibles à des allocations familiales ne les perçoivent pas. Ces chiffres sont particulièrement inquiétants, d'autant qu'avec la crise sanitaire, les plus précaires se sont encore plus fragilisés. Alors que le gouvernement a déployé tout un arsenal d'aides et que les élans de solidarité pour tenter d'atténuer les effets de la pandémie sur les plus vulnérables ont été exceptionnels, le Secours populaire compte 45% de bénéficiaires en plus et les Restos du Cœur 30%. Dans ce contexte, la question du non-recours des aides sociales est prégnante et je remercie nos collègues du groupe socialiste, écologique et républicain de nous permettre d'en débattre. Lutter contre le non-recours constitue un enjeu de justice sociale, dès lors que les personnes les plus vulnérables sont la plupart du temps celles qui méconnaissent le plus leurs droits. C'est surtout un défi pour notre pays de ne laisser personne sur le côté de la route. Certains pourraient penser que le non-recours nous fait faire des économies. Ces économies honteuses dont parle le Secours catholique dans ce dernier rapport traduisent en réalité un échec de nos politiques sociales. Comme le rappelle très justement le rapport d'Eurofound de 2015, si les prestations ont été créées au service d'objectifs stratégiques tels que la réduction de la pauvreté, le fait que ces prestations n'atteignent pas leur cible est un obstacle à la politique menée. Il y a par ailleurs un risque d'accroître à plus long terme le coût social de la lutte contre l'exclusion. La proposition de loi de Rachid Temal et de nos collègues vise à lutter contre ce fléau et chacun ne peut que s'y souscrire. Il convient toutefois de s'interroger sur le mécanisme proposé. Vous-même, madame la rapporteure, avez reconnu qu'il n'était pas parfait. Nous craignons ainsi que le dispositif n'introduise une complexité supplémentaire. Nous regrettons également que certaines dispositions en soient exclues. Surtout, il nous faut trouver des solutions pertinentes sur le long terme. Je pense notamment au revenu universel d'activité dont la création a été annoncée par le président de la République dans le cadre du plan pauvreté en septembre 2018. Il s'agirait de fusionner le plus grand nombre de prestations possibles pour une meilleure lisibilité et plus d'équité. La réforme devrait par ailleurs s'accompagner d'une simplification des démarches. Le Premier ministre a annoncé la reprise des travaux de ces concertations qui, je l'espère, pourront rapidement donner vie à ce nouveau dispositif. Pour toutes ces raisons, et en raison notamment de la complexité du dispositif, le RDSE ne soutiendra pas cette proposition de loi. Merci, cher président. La parole est à présent à madame Laurence Cohen du groupe communiste pour 4 minutes, chers collègues. Bonsoir. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que nos débats dans cet hémicycle se focalisent trop souvent sur le renforcement des contrôles des bénéficiaires des aides sociales, la proposition de loi du groupe socialiste a le mérite de porter une réflexion en faveur de l'amélioration de l'accès aux droits. Comme indiqué dans l'exposé des motifs de cette PPL, le non-recours aux droits a de lourdes conséquences dans plusieurs domaines, tels que l'accès aux soins, l'exclusion sociale, l'accès au logement, l'alimentation, la réussite éducative ou encore l'autonomie. Il est aujourd'hui inconcevable que celles et ceux qui ont droit et besoin à ces aides
ne puissent en bénéficier uniquement parce qu'ils n'ont pas déposé le bon dossier, que les démarches sont trop complexes ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas connaissance des dispositifs. Nous dénonçons depuis des années l'absence d'automaticité des droits et je veux souligner que le non-recours aux prestations sociales représente un montant plus élevé que la fraude aux aides sociales. Alors que la crise sanitaire a renforcé les inégalités sociales et a réaffirmé l'urgence de garantir à toutes et tous un salaire ou un minimum décent, la création d'un droit au recours constitue un progrès indéniable. L'idée selon laquelle l'octroi d'une prestation déclencherait automatiquement l'examen d'éligibilité aux autres prestations avec un fonctionnement par îlot est donc intéressante. Si le transfert de l'accomplissement des démarches du demandeur à la puissance publique permet de lutter contre le non-recours, il pose néanmoins la question de la formation des personnels et des moyens humains pour traiter les demandes. Car les politiques d'austérité menées depuis 20 ans par les gouvernements successifs ont réduit le nombre de fonctionnaires et d'agents de la sécurité sociale, et même les progrès des échanges d'informations ne permettront pas de faire l'économie d'un plan de recrutement et de formation des personnels. Par ailleurs, nous craignons que le data mining renforce le fichage et le contrôle des bénéficiaires. Enfin, au prétexte de décompartimenter les aides sociales, la proposition de loi reprend à son compte les projets de remplacement de la sécurité sociale par une protection sociale qui renvoie à deux visions opposées du système social. D'un côté, la sécurité sociale qui est financée par les cotisations sociales et gérée par les salariés et les employeurs, avec le principe fondateur de chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. De l'autre, la protection sociale qui renvoie à un champ beaucoup plus large et qui inclut les mutuelles, les assurances, les instituts de prévoyance, les régimes complémentaires individuels et collectifs de retraite, chômage et de santé, avec un mode de financement complètement différent. On se souvient de l'adoption en juillet 2018 d'un amendement du député Olivier Véran qui avait introduit la notion de protection sociale dans la Constitution. Plus récemment, et dans la même veine, le député Thomas Mesnier a déposé une proposition de loi organique pour réformer le pilotage financier et la gouvernance de la sécurité sociale. La majorité sénatoriale n'est pas en reste, puisqu'elle a déposé une proposition de loi organique visant à refondre l'organisation des débats de la sécurité sociale en incluant l'assurance chômage et les régimes complémentaires de retraite dans la loi de financement de la sécurité sociale. Nous assistons bel et bien à une tentative de reprise en main par l'État de la sécurité sociale avec un financement par l'impôt et à sa dénaturation en y intégrant les assurances privées. Notre crainte est que cette proposition de loi soit la porte ouverte à une confusion entre les prestations de la sécurité sociale et les aides sociales de l'État. Alors que les prestations de sécurité sociale sont universelles et redistributives, les aides sociales s'adressent aux plus fragiles et plus précaires. Le risque est donc la suppression à terme de l'universalité des prestations sociales. Nous craignons que l'utilisation sémantique de protection sociale globale soit une façon d'effacer la sécurité sociale dans le contexte d'attaque et de démantèlement que je viens de décrire. Pourquoi ne pas avoir plutôt intitulé cette PPL « Lutte contre le non-recours » pour éviter toute confusion et récupération à d'autres fins. Néanmoins, les parlementaires du groupe CRCE, soucieux et soucieux de lutter en faveur d'un meilleur accès aux droits, ne s'opposeront pas à ce texte. Merci, chers collègues. La parole est à présent à monsieur Olivier Henno du groupe Union centriste pour 6 minutes, chers collègues. Bonsoir Olivier. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, chers collègues, nous sortons à peine d'une des plus graves crises sanitaires de notre histoire contemporaine. Pendant cette année si particulière, nous avons été heurtés dans nos habitudes et nos modes de vie, mais nous avons tenu ensemble. Nous avons tenu ensemble grâce au courage des Français, grâce à l'engagement des soignants et des professions en première ligne. Leur courage et la discipline des Français étaient exemplaires. Nous avons tenu aussi ensemble grâce à notre solidarité nationale. L'État et les collectivités ont répondu présents. Je le dis parce que je pense que notre État-providence et notre solidarité collective sont une chance. Cependant, plusieurs questions essentielles se posent à nous régulièrement. Jusqu'où doit aller cette solidarité ? Comment permettre à chacun d'accéder aux droits sociaux ? Et quelle solidité de ce système de solidarité, quel consensus autour de cette solidarité. C'est l'objet de cette proposition de loi
qui tend à lutter contre le non-recours aux droits sociaux de nos concitoyens en systématisant l'examen de l'éligibilité des droits. C'est un débat important qui nous interroge sur les fondements de notre solidarité nationale. Lors de mon intervention en commission des affaires sociales, j'évoquais les fondateurs du programme du Conseil national de la Résistance. Ils nous inspirent aujourd'hui encore dans nos réflexions. Je ne suis pas sûr qu'ils aient songé à rendre l'accès à notre solidarité nationale automatique. Le non-recours aux droits et aux prestations sociales est un problème complexe auquel nous sommes confrontés dans nos responsabilités. Je l'ai été en tant que vice-président du département en charge de l'insertion. Je connais les difficultés d'accès de nos publics les plus fragiles aux aides sociales, mais aussi l'importance de les accompagner dans une démarche responsable et active. Les causes de ces difficultés sont nombreuses. La principale est liée à la complexité des démarches qui décourage les demandeurs, voire les effraie. L'ignorance des dispositifs existants ou leur méconnaissance joue également un rôle. Il peut exister aussi, ça a été dit, un non-recours volontaire motivé par le refus de la stigmatisation. Le non-recours, c'est sûr, touche davantage les publics les plus fragiles, les parents célibataires ou isolés, les personnes vivant en habitat précaire, nos concitoyens qui n'ont pas d'emploi stable. Automatiser l'octroi des droits et prestations, comme le propose ce dispositif, aurait des conséquences que nous devons mesurer ensemble. Tout d'abord, cela revient à remettre en cause l'idée d'une démarche personnelle du bénéficiaire et d'un engagement de sa part dans le processus d'insertion. La démarche qui consiste à solliciter une aide participe à l'adhésion du citoyen à notre système de protection sociale. C'est une étape importante. Aussi, depuis plusieurs années, un travail conséquent est mené par l'État et les collectivités territoriales pour renforcer l'information des publics concernés. Des portails d'information ont été mis en place, mais pas seulement. Il existe également des simulateurs de droits numériques. Dans le combat contre le non-recours et pour un engagement de nos concitoyens dans cette démarche, l'information et l'accompagnement sont la clé. La CAF, ça a été dit, a mis en place des rendez-vous des droits qui permettent aux assurés d'avoir conscience des prestations dont ils peuvent bénéficier. La dynamique de certaines administrations doit être saluée sur ces sujets, notamment les mécanismes qui permettent à chacun de bénéficier de l'ensemble de leurs droits sociaux. Si davantage doit être organisé pour lutter contre le non-recours, cela doit passer par le renforcement de l'accompagnement individuel autour de démarches des demandeurs. Pour conclure, chers collègues, cette proposition de loi, comme celle de notre collègue Rémi Cardon sur l'élargissement du RSA aux 18-25 ans, pose de façon sous-jacente la question du revenu universel d'activité. Les réflexions de Christophe Sirugue sur ce sujet nous obligent à nous interroger, c'est légitime. La mission d'information sur l'intérêt et les formes possibles de mise en place d'un revenu de base, présidée par notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, a posé les bases d'un débat passionnant que nous devrons avoir ensemble. Ce débat devra intégrer toutes les dimensions du REA. La dimension de solidarité, naturellement, bien sûr. La question de l'évaluation financière, parce que nous sommes des élus et des parlementaires responsables. Et puis, sans oublier, la question de la valeur travail qui structure notre société. En attendant, il ne nous semble pas opportun de nous engager dans une démarche complexe qui interroge notre modèle social sans régler vraiment la question du non-recours. Cette PPL pose une vraie question, mais la réponse apportée est pour nous insatisfaisante et incomplète. Et pour ces raisons, notre groupe ne votera pas cette PPL. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à monsieur Édouard Courtial des Républicains pour 5 minutes. Bien, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. La solidarité nationale est l'application concrète du principe de fraternité inscrit sur le fronton de nos mairies. Ainsi, nous ne pouvons que souscrire à l'objectif du texte qui nous est présenté aujourd'hui, celui de s'assurer qu'elle atteigne tous ceux qui en ont besoin afin de faire vivre cette fraternité qui sous-tend le pacte républicain. Depuis 1945, notre pays s'honore de cette solidarité et de cette protection sociale qui a été maintenue et développée
par tous les gouvernements successifs, aboutissant à augmenter le panel des bénéficiaires pour s'adapter aux situations financières, familiales et professionnelles de chacun et répondre au plus près aux besoins. Mais comme le soulignent les auteurs de la proposition de loi, nous observons un important phénomène de non-recours par lequel certains de nos concitoyens ayant droit à ces aides sociales n'en profitent pas. Les raisons sont diverses, mais une majorité de cas trouvent l'origine dans une méconnaissance du système, faute de communication suffisante, dans une appréhension face à la complexité des démarches ou enfin dans un accès moindre ou nul aux outils informatiques. Cette situation de non-recours au droit doit être combattue et je crois que nous nous accordons tous sur ce point, d'autant plus que s'y résoudre et ne rien proposer en retour aggraverait la situation de celles et ceux qui sont déjà fortement fragilisés. Président du conseil départemental de l'Oise entre 2015 et 2017, j'ai toujours eu à cœur de m'assurer que les aides gérées par cette collectivité soient le plus accessibles, tout en rappelant, car c'est aussi ma responsabilité, que ce n'est pas de l'argent gratuit, mais le fruit du travail des Français. J'ai donc pris part à la réflexion visant à améliorer l'accès au système d'aide sociale afin de remplir la promesse que la République a faite à ses enfants les plus fragiles. Dans ce cadre, la mesure proposée s'appuie sur une classification des prestations en deux catégories, les aides liées à un handicap d'une part, les aides liées à de faibles ressources d'autre part. À partir de cela, on établit des ponts entre les différentes prestations afin que l'accès à une prestation sociale déclenche automatiquement l'examen d'éligibilité aux autres. Cependant, aussi séduisant que ce dispositif peut apparaître, il ne nous satisfait pas complètement, comme cela a été très bien dit en commission par notre collègue Philippe Mouiller. Cette mesure exclut certaines prestations, comme l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. 3 autres limites sont également à signaler. La première raison relève de sa mise en œuvre largement sous-estimée. En effet, les responsabilités qui aujourd'hui sont réparties entre les différents organismes délivrant les différentes prestations deviendraient maintenant confuses. Jusqu'où irait la responsabilité de l'organisme qui ne fait que notifier à une personne son éligibilité à une prestation délivrée par un autre organisme qui lui-même s'appuiera sur autre chose puisque tout est automatisé. En bref, rendre automatique le système revient à diviser les responsabilités et nécessite un changement en profondeur que nous ne pouvons atteindre aujourd'hui. La seconde concerne le coût financier de cette opération. Si l'accès à une prestation déclenche automatiquement un examen d'éligibilité à d'autres prestations dépendant d'autres organismes, alors doit être organisé un très important transfert de données entre les organismes. De ce côté, tout reste à faire, car aujourd'hui, les données sont plutôt cloisonnées et ne circulent pas assez. Or, le transfert et le traitement de celles-ci nécessitent davantage de moyens humains et techniques, donc un budget à prévoir et qui serait sûrement bien supérieur à ce que l'État peut aujourd'hui proposer. Enfin, nous pouvons et nous devons nous interroger sur l'efficacité du dispositif proposé. En effet, s'il constate ce phénomène de non-recours est réel et regrettable, les efforts faits sont eux aussi réels. Aujourd'hui, d'autres acteurs de type associatif participent à la solidarité nationale en étant présents là où l'État ne l'est, peu ou pas. Madame Annie Le Houerou cite par exemple dans son exposé en commission les rapports du Secours catholique, mais sont actifs également les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Fondation Abbé Pierre et d'autres encore. Ces organismes délivrent des aides sociales de tout type, que ce soit alimentaires, humanitaires, sanitaires, etc. Ils méritent d'être encouragés. Or, automatiser un dispositif revient à le placer entièrement sous la responsabilité de l'État et ainsi enrayer l'action de ces associations qui pourtant se portent volontaires pour supporter les contraintes que la lutte contre le non-recours impose. Cela manifeste le dernier point qui fonde cette troisième raison. Faut-il accroître le poids que représente cette lutte sur les services de l'État si d'autres acteurs sont prêts à se mobiliser et se mobilisent d'ailleurs déjà. Madame la ministre, mes chers collègues, voilà donc les raisons pour lesquelles ce dispositif ne semble pas convenir et qu'il a été repoussé en commission. Ainsi, malgré notre volonté commune de rendre la solidarité nationale plus efficace et effective, le texte proposé pose davantage de difficultés qu'il n'offre de solutions. C'est pourquoi notre groupe ne votera pas ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'appelle à présent M. Joël Gariot du groupe des Indépendants pour 4 minutes, chers collègues. Bonsoir.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi présentée par le sénateur Rachid Temal vise à automatiser par îlot l'examen de l'accès aux droits sociaux tels que le RSA, l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap, l'allocation personnalisée autonomie ou encore la carte mobilité inclusion. L'objectif annoncé est de lutter contre le non-recours aux droits, dont le taux est particulièrement élevé pour certaines prestations, notamment le revenu de solidarité active. La moitié des personnes éligibles n'auraient pas recours à ce minima social. Autre exemple éloquent, plus de la moitié des bénéficiaires potentiels n'utilisent pas l'aide au paiement de la complémentaire santé proposée par l'État. Les raisons du non-recours sont multiples. Le manque d'information, la complexité des démarches et la stigmatisation sont les trois principaux freins identifiés par la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques. Aussi, le problème soulevé par cette proposition de loi est loin d'être marginal. De nombreux Français sont concernés et nous partageons pleinement la volonté de l'auteur de la proposition de loi d'apporter des solutions pragmatiques et pérennes à ce problème. Comme indiqué en commission, le texte reprend un amendement examiné dans le cadre de l'examen du PLFSS pour 2021 et adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. En effet, ce dernier avait jugé que le dispositif se heurtait à un certain nombre d'impossibilités matérielles. Aussi, un dispositif similaire a été adopté à l'Assemblée nationale, prévoyant des échanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale afin de faciliter l'identification des bénéficiaires potentiels. La lutte contre le non-recours aux droits s'inscrit pleinement dans la volonté du Gouvernement, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, de mettre en œuvre un versement social unique dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. La première étape de cette réforme est déjà enclenchée, à savoir la révision des règles de calcul de certaines prestations nationales pour une meilleure prise en compte de la situation actuelle du bénéficiaire. La deuxième étape, en cours de déploiement, est la simplification des démarches administratives pour favoriser l'accès aux droits sociaux. L'automatisation de l'examen de l'éligibilité des bénéficiaires est une des possibilités qui pourraient être étudiées, mais cette option appelle des réserves importantes. Il me semble que la démarche volontaire de demande d'accès à un droit est essentielle pour recueillir l'adhésion de la personne éligible au dispositif, qui n'est pas uniquement un dispositif d'aide financière. Dans le cas du RSA, par exemple, l'accompagnement du bénéficiaire par les services sociaux est une composante indispensable du dispositif. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Indépendants, République et Territoires ne votera pas cette proposition de loi, mais dont nous remercions l'initiative de l'auteur. Merci. Merci, chers collègues. J'appelle à présent Madame Raymonde Poncet-Monge pour le groupe des écologistes. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers confrères, je remercie le groupe socialiste d'avoir mis à l'agenda la recherche d'outils pour lutter contre le non-recours à la veille de l'application de la contre-réforme de l'assurance chômage qui va augmenter le nombre des bénéficiaires potentiels du RSA dans un contexte de crise sociale aiguë. D'actualité donc. Certes, cette proposition ne traite pas du non-recours des personnes n'ayant effectué aucune démarche dans le cadre du périmètre des îlots, mais elle garantit, pour toutes celles ayant accédé à une prestation retenue, donc ayant fait la demande, l'instruction systématique de l'éligibilité à un certain nombre d'autres droits existants. Ce faisant, elle renoue avec le sens et la démarche propre au travail social qui s'attache à l'étude de la situation globale de la personne, de ses besoins, de ses droits, au-delà de sa demande première, tributaire de sa connaissance de dispositifs éclatés. La personne informée de son éligibilité à d'autres droits devra toujours en faire la demande puisqu'il n'est pas remis en cause le principe de quérabilité, pour des raisons d'ailleurs de reste à charge et surtout de contrepartie attachée aux prestations. La proposition reste centrée sur la levée des principaux freins à l'accès aux droits existants dans le cadre des règles d'octroi actuelles. Il ne s'agit donc pas de refonder certains droits sociaux ou d'en modifier les conditionnalités toujours plus fortes. Rappelons toutefois que pour les écologistes, là réside aussi une grande partie de la solution, car le système actuel produit du non-recours et de l'exclusion sociale, du fait notamment des contreparties exigées. Mais de s'attaquer à la perte en ligne du recours aux droits, du fait de la complexité des dispositifs, aggravée par des moyens humains d'accompagnement insuffisants
et tourner de plus en plus vers des fonctions de contrôle. Il s'agit de passer du constat récurrent de l'ampleur et des conséquences graves du non-recours aux droits fondamentaux, que ce soit du revenu de subsistance au dispositif santé, malgré les progrès partiels, effectivement, permis par les rendez-vous des droits, mais très partiels, le nombre en témoigne, malgré les progrès partiels aussi permis par les sites internet, à une obligation de moyens cohérents et systématiques pour que les organismes, ensemble, assurent leur mission première de protection sociale, soient protégés des risques et réduire les inégalités de situation. L'accès aux droits fondamentaux est de la responsabilité du politique, qui se doit à une obligation de résultat. Cette proposition donc y contribue. Elle reprend la logique d'un amendement voté par le Sénat lors du budget 2021 de la sécurité sociale. Écartons l'objection de l'impact financier d'un meilleur recours aux droits ouverts, sauf à valider que dès la conception, on table, sans le combattre, sur une part de non-recours. Enfin, soulignons un autre facteur du non-recours, dû au ciblage de la protection sociale sur des publics de plus en plus restreints du fait des logiques d'économie budgétaire. En effet, ce rétrécissement des publics allocataires fait perdre à la protection sociale sa portée universelle et augmente le non-recours par refus de la stigmatisation, et ce, d'autant que les règles de contrôle portent souvent atteinte à la dignité des personnes. Quand l'État ne garantit pas l'accès aux droits de deuxième génération, y compris pour les plus vulnérables, alors que le discours sur l'assistanat sature l'espace public et les médias, quand recule la confiance sur l'État social, la citoyenneté et l'attachement à notre République sociale sont mis à mal. Le groupe écologiste, donc, votera cette proposition. Merci, chers collègues. J'appelle à présent Madame Michèle Meunier, du groupe socialiste, pour prendre la parole. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le vice-président, chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Rachid Temal poursuit un objectif simple: rendre concrètes et palpables les aides auxquelles ont droit celles et ceux qui répondent aux critères retenus pour leur attribution. Rendre concret le fruit de la solidarité nationale par le versement d'allocations ou de prestations de sécurité sociale. Loin d'être des mécanismes de simple assistanat, souvent décriés à droite de cet hémicycle, ce sont des dispositifs qui actent que certaines situations, d'origine diverse, ouvrent des droits, parfois liés à la condition du bénéficiaire, la perte d'autonomie dans les actes du quotidien provenant du vieillissement, du handicap ou de la maladie, parfois liés au faible montant de ses revenus, qui nécessite de la part de la société une redistribution selon le cas au titre de l'aide au logement, des allocations familiales, de l'incitation à la reprise d'activité ou pour souscrire une complémentaire santé. La rapporteure Annie Le Houerou a énoncé ces diverses aides, APA, CMU, APL, PCH, RSA, et leur description nous rappelle dans quel but nous avons su tisser des mécanismes de protection mutuelle, combien les conquêtes de notre histoire sociale sont précieuses, combien leurs spécificités permettent d'approcher un sur-mesure qui ne laisse personne au bord du chemin de la concorde sociale. Et pourtant, nous savons que toutes et tous ne parviennent pas à s'en sortir. Et en même temps, nous mesurons que beaucoup de personnes qui pourraient être épaulées par la solidarité nationale, que ce soit la redistribution de l'impôt ou la prise en charge par la sécurité sociale, la mutualisation des moyens de toutes et tous pour faire face aux besoins de chacun, beaucoup n'ont pas accès à ces aides, faute de faire instruire leurs droits. Ce triste phénomène porte le nom de non-recours aux droits. Avoir droit en théorie, mais ne rien percevoir en pratique, faute d'avoir su, faute d'avoir pu le demander. Cela n'est pas anecdotique. 1 cas sur 10 pour les aides au logement,
1 sur 3 pour la CMU complémentaire, 2 sur 3 pour l'aide à la complémentaire santé. La solution que nous proposons, par son automaticité, entend répondre à une partie du problème du non-recours, l'instruction insuffisante des dossiers au regard des informations dont on dispose. Jusqu'alors, j'ai bien l'impression que toutes et tous ici, nous partageons cette vision, si je me réfère à nos débats en commission. Et pourtant, pour nos collègues majoritaires au Sénat, l'urgence à agir semble relative. La solution proposée ne serait pas idéale. Telle aide serait oubliée, tel organisme de sécurité sociale décrié, telle charge pèserait injustement sur les collectivités. Pour d'autres, une instruction automatique et donc la perception d'un cumul d'aides éloignerait de la valeur travail. Certains se targuent de veiller à l'équilibre des comptes sociaux, d'autres enfin préfèrent conditionner toute aide à un accompagnement, terme parfois commode pour ne pas dire contrepartie, voire bénévolat. Entendons-nous bien. Nous, socialistes, ne faisons pas de cette automaticité l'alpha et l'oméga de notre approche sociale. En premier lieu, nous dénonçons les réformes qui ne visent qu'à diminuer le montant des prestations. Le gouvernement actuel en a fait sa spécialité. Baisse des APL en début de mandat, contemporanéité des aides au logement ensuite, qui conduit à des économies sur le dos des plus précaires, notamment les jeunes actifs. Nous avions mis en garde. Le premier bilan nous donne hélas raison. Nous croyons dans l'approche humaine. Nous militons pour développer les moyens et les ressources permettant d'embaucher des professionnels dans les services sociaux, des conseillères et des conseillers en économie sociale, au plus près de toutes les formes de famille, de toutes les formes de précarité, en maraude dans nos rues, en veille dans les établissements scolaires ou à la sortie d'une hospitalisation. Mettre en place cette instruction automatique, c'est justement libérer du temps pour ces personnes qui accompagnent, pour qu'elles puissent se consacrer à l'effectivité des droits des plus précaires et un peu moins à leurs papiers. Enfin, nous sommes convaincus que la mise en place d'un tel dispositif ne doit pas nous prémunir d'interroger en permanence les périmètres et les pertinences de nos politiques sociales. Nous ne souhaitons ni figer le paysage de l'aide sociale, ni nous dispenser de poursuivre les recherches en sciences sociales sur les raisons qui conduisent au non-recours. L'Odénor, l'Observatoire du non-recours, assure cette mission avec utilité et justesse. Il nous apprend que pour certains bénéficiaires potentiels, le fait de devoir faire la démarche est un acte dégradant en lui-même, une posture stigmatisante à laquelle ils se refusent. Pour cette raison, pour le respect de ces personnes, faisons en sorte que le terme « fraternité » qui honore notre République ne rime pas avec indignité. Les collectivités locales ont bien progressé dans ce domaine et Philippe Varin, fondateur de l'Observatoire, le rappelle, les élus ont compris que de ne pas lutter contre le non-recours revenait à s'exposer pour les années à venir à des dépenses supplémentaires. Rien que pour cette raison, cela vaut la peine. Merci, chers collègues. Enfin, dans la discussion générale, j'appelle Monsieur Christian Klinger des Républicains, des Républicains pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues, la sécurité sociale fait partie de l'identité de la France et de notre patrimoine. Elle a sa place dans le quotidien de tous les Français et exprime notre conception française de l'égalité et de la fraternité. Avoir accès aux différents dispositifs d'aide est donc un enjeu essentiel de notre État-providence. Le préambule de la Constitution de 1946 reconnaît d'ailleurs le droit de tous à avoir accès à la protection sociale. Pourtant, de nombreuses personnes restent éloignées de l'ensemble des dispositifs sociaux et ne recourent pas aux différentes aides alors qu'elles sont pourtant éligibles. La proposition de loi pointe ainsi un vrai problème, celui du non-recours aux droits sociaux dans la France du XXIe siècle. C'est un phénomène complexe, mal connu, et les chiffres sont difficilement exploitables. Par exemple, le taux de recours à la CMU-C est estimé en 2018 entre 56 et 68 %,
et celui du recours à l'ACS entre 33 et 47 % seulement. Il existe également un non-recours important pour les prestations destinées aux personnes à faibles ressources. Le recours à la prime d'activité est ainsi estimé à 77 %. Les raisons du non-recours aux différentes aides sont diverses et nombreuses, mais c'est principalement la complexité des démarches à entreprendre qui décourage essentiellement les demandeurs. Il existe aussi un manque de connaissances et de compréhension face à la multitude des dispositifs et des interlocuteurs à solliciter. Il faut noter que ce non-recours est particulièrement présent chez les personnes les plus fragiles, alors que ce sont ces personnes qui ont le plus besoin des aides. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise ainsi à remédier à cette problématique. L'article unique prévoit que, dès lors qu'une personne est admise au bénéfice d'une prestation sociale, un examen automatique de son éligibilité à d'autres prestations sociales relevant du champ de l'autonomie et des minima sociaux doit être réalisé. Les mesures de cette proposition de loi pourraient donc constituer un outil supplémentaire pour les caisses de sécurité sociale et les départements afin de lutter contre le non-recours aux droits sociaux. Mais la mise en œuvre et la portée de ce mécanisme d'examen automatique d'éligibilité s'accompagnent également de nombreuses réserves. Tout d'abord, le périmètre des prestations retenues n'englobe pas les prestations familiales ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ensuite, des difficultés de mise en œuvre concrète de cette loi se posent pour les caisses et les organismes de sécurité sociale. Puis, le mécanisme proposé qui informe le bénéficiaire de son éligibilité à d'autres prestations ne constitue pas en réalité un apport significatif pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux au regard des dispositifs qui sont déjà mis en œuvre par les différents organismes. Enfin, en ne s'adressant qu'aux personnes ayant déjà formulé une demande de prestation, le dispositif ne vise pas les personnes les plus éloignées des aides sociales. Par conséquent, nous pensons que le problème soulevé est réel, mais nous sommes réservés sur la réponse qui ne pourra résoudre de manière satisfaisante les nombreuses difficultés. Il convient en réalité de prendre le problème par le bon bout. Comme je l'ai indiqué, la principale raison de ce non-recours est la complexité des aides et le manque de compréhension des différents dispositifs. Pour y remédier, il faudrait engager une grande démarche de simplification de notre système d'accès des aides de la protection sociale. Le système est devenu complètement illisible au fil du temps. En 2018, Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, déclarait lui-même qu'il y avait beaucoup d'aides sociales et qu'il ne connaissait pas l'ensemble de ces aides. Comment peut-on espérer qu'un citoyen lambda se retrouve dans cette tuyauterie alors que le plombier en chef ne connaît même pas l'ensemble de ces outils ? Par ailleurs, il convient aussi de traiter le problème de manière globale. Il y a le sujet du non-recours aux aides, mais il y a également de l'autre côté le sujet des fraudes sociales. Dans son rapport de septembre 2020, la Cour des comptes évalue à 1 milliard le montant de la fraude aux organismes sociaux. Ces fraudes se concentrent essentiellement sur le RSA, la prime d'activité et les aides au logement de la CAF. La fraude est en augmentation continue depuis plusieurs années, puisqu'elle a été évaluée en 2017 à 850 millions d'euros. Il y aurait aussi 2,4 millions de bénéficiaires fantômes à l'assurance maladie, d'après la direction de la sécurité sociale. Malgré les différentes aides, trop peu est encore fait, malgré les différentes alertes, trop peu est encore fait pour lutter contre la fraude sociale. La Cour des comptes signale d'ailleurs, depuis plusieurs années, que les systèmes de contrôle sont insuffisants et que les enjeux de fraude sont encore peu pris en considération. C'est également sur ce volet que nous attendons des résultats, Madame la Ministre. Pour toutes ces raisons, et comme l'a indiqué mon collègue Édouard Courtial, le groupe LR ne votera pas ce texte. Merci, chers collègues. La discussion générale est donc close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale. Je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi. Le vote sur l'article vaudra vote sur l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur l'auteur de la proposition de loi, Rachid Temal, je vous donne la parole. Présidente. Beaucoup de choses pourraient être dites. D'abord, je crois qu'il y a un constat qui nous anime tous, c'est que le non-recours est un vrai fléau qui touche beaucoup de nos concitoyens et je crois que tout le monde est d'accord pour le combattre. C'est une bonne chose, je crois qu'on peut se le dire. Nous avons un point d'accord. Après, j'ai trouvé des choses très intéressantes.
Alors pour certains, ça ne va pas assez loin. Il faudra ajouter d'autres prestations. Je crois que c'est notamment le dernier orateur. Pour d'autres, ce serait complexe. Tout ça, je peux entendre. Nous pouvons en débattre. Malheureusement, aucun amendement n'a été déposé. Donc en fait, il est urgent d'attendre. Et je crois que les millions de pauvres dans notre pays pourront saluer notre sagesse, celle du Sénat, de dire c'est très important, c'est très très grave, mais on va attendre. D'ailleurs, Madame la Ministre, vous avez vanté le bilan du gouvernement, c'est vrai. L'APL baissé à plusieurs reprises. Le débat actuel de l'assurance chômage, là aussi, il va être baissé avec des milliers de Français qui n'auront même plus d'indemnité chômage. Et je pourrais comme ça prendre d'autres exemples. Ça, votre bilan est éloquent. Et puis, vous nous dites, on a vachement fait de choses. Alors, je vous avais donné 2 chiffres. Pour les uns, 7 500, très important pour les personnes concernées. Pour les autres, 4 000. Nous parlons de millions de personnes. Et j'ai compris que vous étiez dans une démarche active, puisque la démarche active, c'est de proposer un rapport en fin d'année. Et je crois que là, franchement, les bras m'en tombent. J'aurais aimé plus de propos, plus de convictions, plus de propositions. Et c'est très regrettable. Donc c'est pour ça que je crois que nous allons nous orienter vers un vote. Je ne sais pas s'il y a bien un vote ou une demande. Il n'y a pas de vote de scrutin public, je crois, non? Voilà. Je trouve ça d'ailleurs très intéressant quand même que sur ce texte-là, à vocation sociale, qui n'est pas parfait, qui est amélioré, que nous avons déjà voté en séance, je rappelle, pas d'amendement et on vote on vote scrutin public. Et je me permettrai de terminer parce que nous sommes en période d'Euro, par une fameuse phrase. C'est le football, c'est Gary Lineker qui disait ça. Il y a 11 joueurs de part et d'autre, un arbitre, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et là, malheureusement, pour sauver une majorité qui s'interroge, mais qui ne sait pas comment avancer, il faut ce jeu du règlement pour pouvoir sauver. Et je pense que ce sujet de la pauvreté aurait mérité un vrai débat, et même un vote favorable qui nous aurait permis d'ailleurs de faire la navette ensuite avec l'Assemblée nationale. Merci. Merci, cher collègue. Je passe la parole à Monsieur Savary, qui l'a demandé pour une explication de vote. Vous avez 2 minutes, cher collègue. Oui, merci. Effectivement, pour amener quelques points, puisque beaucoup ont déjà été évoqués à travers les orateurs. Simplement dire que, avant de refaire une nouvelle loi, il faut peut-être déjà appliquer celle que nous avons mise sur pied, Madame la Ministre, et notamment un décret en Conseil d'État qui doit préciser les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données pour l'exercice de leurs droits est toujours en attente de publication, puisque nous avions proposé de faire une expérimentation de partage des données pour ouvrir justement un certain nombre de prestations. Donc, Quentin, prenons déjà les décrets des lois que nous avons adoptés. Deuxièmement, notre groupe n'a pas à rougir de la politique sociale. C'est quand même nous qui avons mis sur pied le RSA. Quand les socialistes étaient au pouvoir, ils n'ont pas pris les mesures non plus telles que proposées aujourd'hui pour faire avancer les choses. Et ce qui nous importe, c'est la notion de droit et de devoir. Et dans la notion de droit et de devoir, il est sûr qu'une instruction automatique, ça ne favorise pas justement cette notion de devoir qui est tout à fait nécessaire, merci Monsieur Temal, tout à fait nécessaire, et de la responsabilité notamment des départements, et qui, faute de moyens, n'arrivent pas à faire cette insertion comme ils le souhaiteraient. D'autre part, revenir sur le problème de ce non-recours, c'est aussi le fait que nous travaillons en silo. Et vous proposez justement de partager les données numériques pour rapprocher les silos. Sauf que ce problème-là, ça laissera toujours en dehors ceux qui sont en situation les plus difficiles et qui ne répondent pas directement aux exigences de chacune des prestations sociales. Ceux-là ne seront pas atteints. On ne fera que mutualiser, effectivement, favoriser les droits de ceux qui peuvent en bénéficier. Autre point, le data mining. Moi, quand j'étais président, j'ai pratiqué du data mining, justement pour répondre aux préoccupations de fraude sociale. Et 1 fois sur 2, ça détectait des personnes, justement, qui n'avaient pas recours. Donc, ce n'est pas inintéressant d'aller dans ce domaine-là. Et pour finir, 3e point qui me paraît important, c'est un partage de données. Dans la proposition de loi, il n'y a pas l'avis de la CNIL. Alors, on voit bien toutes les difficultés qu'on rencontre dans les états d'esprit quand on fait des propositions pour que les données soient partagées. Et on se heurte à chaque fois à
ce que l'on peut comprendre, mais un état d'esprit qui n'est pas toujours aussi ouvert que cela dans le partage des données. Et là, il est bien certain que ça pose un problème de partage qui mérite là l'avis de la CNIL. C'est les raisons pour lesquelles mon groupe n'a pas souhaité donner un avis favorable à cette proposition de loi. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Madame Poncet-Monge pour explication de vote, chers collègues. Oui, merci Madame la Présidente. Le hasard du passage des discussions générales a fait que le dernier orateur est retombé sur la fraude aux prestations sociales. Voilà. Dont il a rappelé effectivement 1 milliard. Je rappelle que le non-recours, c'est 13 milliards. Et que sur la fraude sociale, vous avez présenté une proposition de loi. Vous n'étiez pas aussi peut-être attentif aux données et à leur transmission. Ce que je voudrais dire par rapport à la loi qui nous occupe aujourd'hui, c'est que c'est la lutte contre le non-recours. Et quand on dit le non-recours, eh bien, de façon elliptique, ça veut dire aux droits existants. Nous ne disons pas que les droits existants sont parfaits. Je l'ai précisé, mais à partir du moment où on dit qu'effectivement un tiers des personnes qui devraient avoir le RSA ne l'a pas, plutôt que de cibler sur ceux qui l'ont et qui ne devraient pas l'avoir, on a une obligation de résultat. Et donc, notre groupe a bien dit qu'il voterait pour, bien qu'il y ait beaucoup de choses. Et le Secours catholique a été beaucoup cité. Le Secours catholique, aujourd'hui, c'est vrai, avec d'autres organismes, demande qu'on passe, donc ça c'est une modification du cadre existant, à un revenu minimal garanti, sans contrepartie. Donc ça fera un bon débat, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Et effectivement, s'il y avait des réserves, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, a-t-on pensé à ci, a-t-on pensé à là, je crois que le travail des amendements est fait pour ça. Sinon, de cacher quand même la non-volonté de s'attaquer, autant qu'on s'attaque à la fraude dite aux prestations, au non-recours en France. Donc voilà, alors on parle de devoirs, de droits et de devoirs. Moi, je pense qu'il y a des droits sociaux, effectivement. Et puis, je dirais que, quant aux devoirs, je crois qu'il a été donné des milliards pour le CICE. On nous avait promis 1 million d'emplois. C'était un devoir. Il y avait même un pins. J'aimerais bien qu'on demande aussi, sur ces grandes subventions aux entreprises, les mêmes devoirs qu'on demande aux allocataires des minima sociaux. Merci, chers collègues. Je ne vois pas d'autres demandes d'explication de vote. J'ai été donc saisie d'une demande de scrutin public par le groupe des Républicains sur l'article unique. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est donc clos. Nous avons un petit problème avec pourtant... Pourtant, chers collègues, vous avez voté pour l'ensemble du groupe, apparemment. Monsieur Garriot, vous êtes bon, là? Vous êtes au point?
Parce que là, c'était le cas, hein, déjà. Bon, parfait. Donc cette fois-ci, le scrutin est bien clos. Voici le résultat du scrutin numéro 130 sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 330. Pour l'adoption 92, contre 238. Le Sénat n'a pas adopté la proposition de loi.